Là, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc les mécanismes du changement climatique. Donc, l'objet de cette partie 2, c'est de retracer pour vous tous les éléments clés que vous allez retrouver dans les supports, donc pour que vous puissiez vous avoir une idée globale hein, avant de pouvoir délivrer le cours ou l'enseignement aux élèves. Donc, pour commencer, bien entendu, le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai peint une première slide qui va vous être une sorte de slide résumé. Et après, on va pouvoir aller dans le détail des éléments. Donc, à de nombreuses reprises, hein, et c'est un peu ce qui est ressorti de l'exercice de tout à l'heure, vous avez évoqué bien sûr l'aspect anthropique. Excusez-moi. Vous avez un peu évoqué l'aspect anthropique du changement climatique et des gaz à effet de serre additionnels. Et bien entendu, on le lie systématiquement les activités humaines au changement climatique, puisque les activités humaines sont la cause du changement climatique que l'on peut observer. À travers les activités humaines, on va avoir des émissions, des pollutions de divers éléments, dont le CO2, mais pas que, donc, parce que le CO2 est un gaz à effet de serre parmi d'autres, mais il y en a d'autres. Et puis vous allez voir dans la phase de comptabilité carbone que on a un peu choisi le CO2 comme étalon, mais que d'autres gaz existent et sont peut-être même, enfin, ont un effet de serre beaucoup plus important également. Donc ça, c'est tout ce qui ressort de nos activités. Quelle que soit notre activité, nous avons un impact sur l'environnement. Et cet impact, en fait, il se sert d'un effet qui existe déjà, donc qui est l'effet de serre, pour l'amplifier. Donc ce n'est pas un effet nouveau qui apparaît, c'est juste l'amplification d'un effet naturel existant, mais le fait que cet effet soit perturbé, c'est ce qui va entraîner un dérèglement du système global et conduire aux impacts qui vont aboutir sur l'environnement. Donc, un effet de serre additionnel, ajouté à l'effet de serre naturel, va conduire à un réchauffement climatique. On reviendra sur le terme de réchauffement et de voir comment est-ce que par l'augmentation de la température moyenne de la Terre, un tas de perturbations et de complications, que ce soit voilà, de la sécheresse, l'acidification des océans, l'augmentation du niveau de la mer. On a parlé tout à l'heure de sécurité alimentaire et de production agricole, de la perte de la biodiversité, de vecteurs de maladies ou autre chose. Enfin, voilà, tout un tas d'impacts qui passeront via des modifications de l'environnement qui vont aboutir suite au changement climatique. Bien entendu, à travers les activités humaines, on a l'énergie, l'utilisation de l'énergie, qui est très particulier, notamment pour l'émission de CO2, pas forcément pour l'émission d'autres gaz, mais particulièrement pour l'émission de CO2. Et c'est pour cette raison qu'on va voir, pourquoi est-ce que les enjeux énergétiques sont, mentionnés, étudiés en premier pour, traiter du changement climatique. Donc là, je vous ai mis une image de l'homme à l'animal pour expliquer un peu l'évolution, du système énergétique. Parce que finalement, comme je vous le disais, parler, d'énergie, parler du climat nécessite d'aborder l'aspect, énergétique. Dans la première partie, présenter, à travers l'énergie, c'est de comprendre ce que c'est que l'énergie. Donc l'énergie finalement, c'est, contenu on peut l'avoir sous différentes formes. Donc là, vous avez la force motrice, la force des animaux, les énergies fossiles. Il y a les énergies renouvelables aussi qui apparaissent un peu plus tard dans le temps. Mais finalement, on voit bien que nos modes de vie actuels sont fortement liés à notre consommation énergétique. Quand on remonte avant la période d'industrialisation et qu'on a vécu la force motrice et les animaux, le paysage était bien différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Sachant que pour la force motrice, un homme à peu près en bonne santé sur une année peut produire 10 kWh. Et la force des énergies fossiles va résider dans la concentration de l'énergie, puisque finalement, pour une force de travail annuelle de 10 kWh, on peut obtenir exactement la même chose avec 1 litre d'essence. Donc, la disponibilité de l'énergie nous a permis d'avoir des activités de plus en plus nombreuses qui ont modifié la société, qui ont modifié nos moyens de transport, nos moyens de production et également nos modes de vie, que ce soit tout ce qui nous entoure sur le plan de l'équipement avec des appareils de plus en plus sophistiqués, une réduction de la notion de temps-espace avec l'utilisation de l'énergie. Et finalement, on observe donc dans un premier temps le passage, le développement de l'énergie et son utilisation de plus en plus.
On a bien entendu le charbon et le pétrole comme énergie fossile qui sont majoritairement utilisées. La consommation énergétique mondiale, bien sûr, elle a augmenté hein, de 1850 jusqu'à maintenant, en même temps que que la population mondiale. Donc on peut se dire, bah oui, on consomme de plus en plus d'énergie puisqu'il y a de plus en plus de monde. Mais si on fait un ratio pour voir à peu près quel est l'ordre de grandeur de consommation, euh, de 1800 à aujourd'hui, la consommation d'énergie par personne a été multipliée par 20. Donc, l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie n'est pas uniquement due à l'augmentation de la population, même si c'est une part, mais on consomme également de plus en plus d'énergie liée à nos modes de vie. Et ça, c'est possible uniquement grâce aux énergies fossiles, que sont le gaz, le pétrole et le charbon, puisque comme on peut comparer déjà avec l'ordre de grandeur que je vous ai donné, avec une force motrice, on est à 10 kWh par an, alors qu'avec 1 litre d'essence, on peut obtenir l'équivalent. Donc, essentiellement, notre consommation mondiale d'énergie repose sur les énergies fossiles. Gaz, charbon et pétrole représentent 85% de la consommation mondiale d'énergie. On a un peu de biomasse qui tourne autour de 7% et les autres énergies, donc énergies renouvelables et nucléaires, qui sont un peu à moins de 10%. Donc, l'essentiel de l'énergie repose aujourd'hui sur la consommation énergétique repose sur les énergies fossiles parce qu'elles sont disponibles, parce qu'elles sont faciles à transporter et qu'elles présentent d'autres avantages. Alors, un des problèmes qu'on peut déjà observer tout de suite avec la consommation d'énergie, c'est que la disponibilité des énergies fossiles n'est pas illimitée. Ce sont des énergies qui ont pris des centaines de millions d'années à se former. Et du moins, si on fait un focus sur le pétrole, on peut voir que sur ce graphique-là, du moins, on sait que les réserves vont tendre à s'épuiser. Donc, c'est déjà une première partie, même si on n'aborde pas l'aspect climatique, on regarde au vu de de notre niveau de consommation actuel, on peut pas, il est quasiment impossible de continuer à avoir un tel niveau de vie basé majoritairement sur les énergies fossiles du fait que ces énergies ne sont pas illimitées. Donc ça, c'est un premier point à soulever. Ensuite, comme on vous l'a dit, la consommation mondiale ne fait qu'augmenter. La consommation mondiale ne fait qu'augmenter, elle a des impacts sur l'environnement et en plus, les réserves ne sont pas illimitées. Donc, ce qui tend à réfléchir, d'une part, aux sources qu'on utilise pour exploiter l'énergie aujourd'hui, mais également à l'avenir, non seulement pour les aspects climatiques, mais également pour les aspects environnementaux. Donc, le pétrole étant la principale source d'énergie qui est utilisée actuellement, toutes les autres formes d'énergie lui sont rapportées. C'est pour ça que souvent dans ce graphique-là, par exemple, tout est rapporté en millions de tonnes équivalent pétrole ou en millions de barils par jour. Sachant que notre niveau actuel tourne autour de 80 à 90 millions de barils par jour. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur également des quantités d'énergie qui sont utilisées au niveau mondial. Bien entendu, là, c'est juste un graphique qui vous présente la consommation au niveau mondial, mais vous verrez plus loin qu'il y a bien entendu des disparités et que si on regarde plus précisément, chaque terrien n'a pas la même consommation énergétique. En moyenne, le niveau d'énergie disponible tourne d'un individu moyen, ça tourne autour de 20 000 kWh par an. Et si on compare par rapport à l'énergie disponible pour un Français moyen, c'est plutôt 50 000 kWh par an. Bien sûr, il y a un énorme écart entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ça, c'est des éléments sur lesquels aussi vous pourrez approfondir avec les supports de sensibilisation sur les inégalités de disponibilité énergétique et les enjeux. Puisque finalement, si aujourd'hui on est à ce niveau de consommation, les pays en voie de développement tendent également à, à se développer. Donc, qui dit développement dit économie et qui dit économie dit consommation. Enfin, parce que la consommation est fortement liée à l'économie d'un pays. Voilà pour les premiers aspects liés à l'énergie. Donc, on peut se dire par rapport au niveau d'énergie, aux ressources qui tendent à s'épuiser, une idée peut-être pourrait être éventuellement de basculer vers les énergies renouvelables. Donc là, sur cette slide, vous pouvez voir les différences
qui existent entre des ressources renouvelables et non renouvelables. Bien sûr, les aspects positifs des énergies renouvelables, les points positifs qu'on peut souligner, c'est bah, la, 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 je vais pas dire la disponibilité parce que du coup c'est différent, mais euh, l'existence des ressources renouvelables, et on peut dire que ce sont des sources quasiment inépuisables du fait qu'elles sont courantes dans la nature, qu'elles ont toujours été là et qu'elles n'ont pas forcément mis des dizaines de millions d'années à se constituer comme les énergies fossiles, même si on peut faire un petit aparté pour la biomasse. Ensuite, ce sont des énergies peu polluantes. Alors, là encore, un petit point à souligner, sachant que pour utiliser des sources d'énergie renouvelables, pour construire les éoliennes ou les panneaux solaires, on a quand même recours à des énergies fossiles. Mais sur le long terme, sur la phase utilisation du moins, elles sont peu polluantes et accessibles facilement puisque disponibles dans la nature. Par contre, un point peut-être un petit point sur lequel qui renforce en fait un petit peu la notoriété, si je puis dire, des ressources non renouvelables, c'est que même si elles sont disponibles, c'est vraiment intermittent. Que ce soit le vent, le soleil, ça va dépendre des conditions locales. Euh, du coup, c'est pas une énergie qu'on pourrait avoir de manière continue, contrairement aux énergies fossiles qui sont, elles, stockables, faciles à transporter et utilisables de manière continue. Donc voilà l'aspect passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Donc on trouve quelques avantages. Néanmoins, on se rend compte qu'on ne pourra pas tout combler avec des ressources renouvelables, d'où l'utilité de réduire notre consommation énergétique et également de prendre en considération nos niveaux de consommation actuels. Donc, il faudra vraiment réduire dans tous les cas, puisqu'on ne pourra pas faire du 100% renouvelable et que même avec du 100% renouvelable, nos modes de vie vont changer puisqu'ils ne seront pas exactement les mêmes qu'avec une société basée sur des énergies fossiles. Alors, on a dit que les énergies fossiles étaient source de pollution et notamment qu'elles généraient du CO2 et du gaz à effet de serre. Voilà un premier point qui nous rapproche un peu plus de énergie et changement climatique. Donc, en brûlant des énergies fossiles, qui représentent 84-85% de notre consommation mondiale d'énergie, on voit que ces énergies ont des impacts majeurs. Et qu'en les brûlant, on libère du CO2, qui est un gaz à effet de serre, donc qui va constituer aux causes du dérèglement climatique. Donc, ça va nous permettre de faire le pont entre gaz à effet de serre, l'effet de serre et l'indicateur CO2. Ensuite, on a ce graphique qui nous présente l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine depuis 1970. Ça va permettre de faire le lien entre la consommation d'énergie et l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Puisque de manière générale, on regarde des corrélations entre un événement, une hypothèse qu'on peut émettre et un événement qu'on observe et voir si cette corrélation se révèle correcte. Et effectivement, les émissions de CO2 augmentent depuis le début du siècle et depuis le début du siècle, nous avons une augmentation d'utilisation des énergies fossiles et le CO2 est le principal gaz à effet de serre, raison pour laquelle on parle de comptabilité carbone et concentre tout sur le carbone. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que le CO2. Il y a le CH4, donc le méthane, le N2O. Et finalement, on peut citer par exemple le méthane qui a un impact beaucoup plus important sur le changement climatique à volume égal. Donc c'est vraiment un raisonnement qui se fait sur l'ensemble des gaz à effet de serre, même si on a un étalon bien sûr qui va s'avérer utile pour pouvoir aller dans la phase de comptabilité. Donc on voit que les émissions peuvent être liées à la déforestation, donc c'est la partie en rouge, au changement d'usage des sols, mais c'est essentiellement le CO2 qui provient, la partie jaune, enfin majoritairement celle qui provient de la combustion des énergies fossiles et du coup des activités industrielles. Raison pour laquelle on a présenté en premier les énergies fossiles, puisque vous voyez que 65% des émissions de CO2 sont liées à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, les messages principaux à retenir sur la partie énergie et enjeux énergétiques, c'est vraiment la place centrale de l'énergie dans l'économie, dans nos modes de vie en général.
Et l'absence de connaissance des ordres de grandeur, ça peut être un frein à l'approche du lien entre énergie et changement climatique. Donc là, je vous ai énoncé, il y a quelques chiffres qui ressortent des graphiques. 65% du CO2 provient des énergies fossiles. On consomme 85% d'énergie d'origine fossile. Et la différence également en quantité d'énergie entre une force motrice et une source d'énergie fossile. Donc, il est important d'avoir des ordres de grandeur vraiment pour raisonner et pour avoir une consistance dans l'approche du changement climatique. Ensuite, tout au long de cette partie énergétique qui lie le CO2, le changement de température, l'augmentation de la température moyenne et la consommation d'énergie fossile, c'est toujours tiré sur des chiffres, comme je vous le disais, établir des causes à effet, donc de manière scientifique. Souvent, vous avez des graphes qui proviennent ou du GIEC ou d'expérimentations scientifiques. L'objectif, c'est toujours d'avoir des chiffres et non des discours. Bien sûr, les chiffres vont pouvoir appuyer les discours, mais de se baser concrètement sur des chiffres et des faits scientifiques. Donc, aller au-delà peut-être ou mettre en corrélation des informations qu'on peut lire avec des éléments visuels qui pourraient accompagner le discours, mais toujours se baser sur des chiffres. Très important pour notamment avoir la cohérence du discours et des preuves en fait sur lesquelles on s'appuie pour délivrer le message. Donc, on a vu également qu'il y a des enjeux liés à la dépendance du fait de la taille de la disponibilité des ressources des énergies fossiles qui sont limitées, parce qu'elles ont été formées il y a bien longtemps et que notre niveau de consommation tend à les épuiser. Donc, outre le fait du changement climatique, on a également des enjeux liés à la dépendance pour pouvoir mettre en parallèle notre mode de fonctionnement actuel, le fonctionnement des sociétés actuelles liées à l'énergie et, et de voir comment est-ce que la société évoluera, quels seront les changements liés à la disponibilité plus ou moins importante des sources d'énergie. Et enfin, avec les émissions de gaz à effet de serre de cette partie énergétique, on commence à faire le lien avec le climat. Donc, on a abordé l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température. Ce qui va nous permettre, dans la partie climatique, de voir le lien, de voir le fonctionnement en fait de l'effet de serre naturel et de faire le lien entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température et de toutes les conséquences qui vont en découler. Donc voilà un graphique tiré des rapports du GIEC toujours pour montrer l'augmentation de la température moyenne et les scénarios sur lesquels on se projette pour définir le futur dans les années à venir et des augmentations éventuelles de température selon plusieurs scénarios. Alors, on fait ces scénarios pour pouvoir bien entendu se mettre en conformité, si je puis dire, avec le scénario le plus optimiste possible, celui qui nous permettrait d'avoir une vie sur Terre réalisable, si je puis dire. Donc, parmi ces scénarios, vous avez un scénario à émission constante, donc ce qu'on appelle couramment le scénario business as usual, c'est-à-dire qu'on ne change rien. Et des scénarios dans lesquels on augmenterait, alors c'est pas qu'on ne change rien, mais c'est plutôt qui sont basés sur des estimations sur le niveau d'émissions actuelles, des estimations plus hautes sur lesquelles on augmenterait bien notre consommation et nos émissions augmenteraient et des émissions sur lesquelles, une projection pour laquelle on aurait pris conscience du problème, on aurait mis en place des actions allant dans le sens de la réduction pour avoir le meilleur scénario possible. Donc, l'augmentation de la concentration en CO2 se traduit par une augmentation de la température moyenne globale, c'est le principal indicateur, et les trajectoires nous permettent bien entendu d'anticiper, si je puis dire, le futur et pour pouvoir dès maintenant mettre en place des mesures pour tendre à aller vers le meilleur scénario possible, le scénario le plus optimiste possible. Alors, on a dit que le changement climatique était lié du coup aux émissions de gaz à effet de serre qui entraînaient une augmentation de la température.
Donc, on parle de changement climatique. Donc, on tend tout de suite, des fois, à faire le lien entre climat et météo, et c'est très important de comprendre la différence, notamment par rapport à des discours qu'on peut entendre, parce que tout à l'heure, on a bien fait la différence entre ce qu'on peut observer sur des graphiques issus de données scientifiques et des discours. Ce n'est pas parce que on parle de changement climatique et d'augmentation de la température moyenne qu'un jour il fait froid et qu'on peut tout de suite remettre en cause ce phénomène. Puisque du coup, ce n'est pas à la même échelle et qu'il faut bien distinguer le climat de la météo, parce que c'est deux choses complètement différentes. Et que le climat, du coup, c'est la moyenne des conditions météorologiques dans une zone donnée. Donc, on peut étudier le climat à échelle continentale ou là, à l'échelle Terre. Quand on parle du changement climatique, c'est vraiment à l'échelle Terre. Sachant que, alors que la météo, c'est plutôt un- des conditions météorologiques au jour le jour, beaucoup plus locales, qui vont dépendre d'un jour à l'autre. En général, les élèves font bien la différence entre les deux parties. Enfin, du coup, vous verrez dans les supports, mais l'idée, c'est quand on leur pose la question, en général, ils font bien la différence, ce qui n'est pas toujours le cas dans des informations qu'on peut entendre à divers endroits qui tendent toujours à nous faire un amalgame entre la météo et le climat. L'effet de serre. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que cet effet de serre? Sachant que, on en entend parler, on a vraiment lié les gaz issus de la combustion des énergies fossiles, puisqu'on les appelle des gaz à effet de serre. Donc, on a dit que l'effet de serre, c'était un phénomène naturel qui existe déjà et qui permet de maintenir la température moyenne de la Terre à 15 degrés. En fait, sans effet de serre, la Terre serait complètement gelée à moins 18 degrés et on ne pourrait pas avoir la vie telle qu'on la connaît, du moins sur Terre. Donc, comment fonctionne l'effet de serre? L'effet de serre, c'est une couche en fait de gaz présente dans l'atmosphère qui retiennent une partie de la chaleur. Donc, la chaleur qui est émise par les rayonnements du soleil qui provient sur la Terre, il y a une partie qui est réémise et renvoyée vers, euh, euh, vers le soleil et une autre partie vers l'espace, pardon, et une autre partie qui est piégée en fait par les gaz à effet de serre présents et qui permet de maintenir une température moyenne de 15 degrés sur la Terre. Donc l'effet de serre, c'est naturel, ce n'est pas mauvais, ça permet de maintenir une température normale sur la Terre. Et ce phénomène est régulé par notamment le cycle du carbone qui tend à réguler la quantité de, de carbone présente dans l'atmosphère. Euh, Par contre, le problème vient quand la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère commence à augmenter et que ça perturbe et que la température, du coup, plus on augmente le nombre de gaz à effet de serre, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il y a de la chaleur qui est retenue et plus la température moyenne augmente. C'est vraiment le phénomène central qui explique le changement climatique. Donc, si on retrace un petit peu le phénomène des causes à effet, c'est ce que vous retrouvez de manière globale, par exemple, dans la fresque. C'est de partir des activités humaines, donc que ce soit la consommation d'énergie ou de manière indirecte les activités industrielles, puisque dans tous les cas, il y a consommation d'énergie quelque part, qui va conduire à une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre via la combustion des énergies fossiles ou d'autres activités, parce qu'il n'y a pas que la combustion des énergies fossiles qui conduit à la concentration de gaz à effet de serre. Je vous avais montré dans le graphique précédent, c'est 65%. Ça peut être de la déforestation, des émissions de méthane dues à d'autres sources. Donc, cette concentration de gaz à effet de serre perturbe l'effet de serre naturel. Donc, on a un effet de serre additionnel qui va conduire du coup à une élévation de la température puisque c'est l'objectif de l'effet de serre, c'est de contenir la chaleur pour maintenir une certaine température. Donc plus on a de gaz à effet de serre, plus la température augmente. Et cette élévation de la température va perturber à différents niveaux et différents éléments du système, que ce soit au niveau des océans, des écosystèmes, acidification des océans et autres. Donc, les messages principaux à retenir sur la partie climat, bien entendu, c'est de ne pas confondre météo et climat, pollution de l'air et climat, parce que c'est bien distinct, même si certains sont liés. La complexité du système climatique à prendre en compte. Donc, l'effet de serre, bien entendu, on a vu que c'était un système naturel qui existe déjà, donc à prendre en compte avec
l'ensemble du système climatique, parce que finalement, ça peut être intéressant aussi de voir que tout au long si on reprend à une échelle géologique, hein, on a différentes variations cycliques du système climatique qui sont tout à fait naturelles, mais si on fait un focus sur ce qui se passe depuis les années 1850 en comparaison avec le, le- le schéma de variation naturelle du système climatique, ce qui se passe est tout à fait inédit et bien sûr c'est expliqué par l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, liées à l'utilisation des énergies fossiles, et ce depuis la période industrielle, qui s'est amplifiée après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un moyen, vous voyez, de lier le climat, mais aussi à l'aspect historique, enfin, à l'histoire, hein, l'histoire, que ce soit l'histoire géologique ou l'histoire développement de l'industrie, découverte des énergies fossiles. Enfin, c'est vraiment un concept qu'on peut relier à différentes thématiques, parce que ça s'explique aussi hein, par les évolutions des activités humaines tout au long de l'histoire. Donc, c'est important de lier également le climat, pas uniquement sur le XXe siècle, mais sur l'évolution de nos modes de vie depuis, sur un fil beaucoup plus long de l'histoire. La vraie signification des engagements de l'accord de Paris. Alors, on a évoqué l'augmentation de la température moyenne, on a vu les différents scénarios du GIEC et l'accord de Paris qu'on peut résumer à ne pas dépasser la limite de plus de degrés dans l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Euh, bah voilà, l'origine de ce 2 degrés, c'est vraiment de comprendre le phénomène des gaz à effet de serre, de l'augmentation de la température, des études mises euh, en, en avant par le GIEC hein, sur les différents scénarios prospectifs et de cette limite de degré qu'on se fixe comme trajectoire pour ne pas emballer le système, puisque au-delà de degrés, quelquefois ça peut sembler vraiment banal de se dire ah plus 1 degré, plus 2 degrés, qu'est-ce que c'est quand des fois on a des variations de température locale de plus de 10 degrés, mais comme ce n'est pas la même échelle, on peut vraiment faire une analogie avec ce qui se passe sur le corps humain, qui est un système également très complexe, mais très finement régulé. Quand notre température n'est pas à 37 degrés, mais qu'on est à 38 ou 40, bah, ce n'est vraiment plus la même chose et ce n'est pas, et c'est vraiment, oui, 1 degré ou 2 degrés ou 0,5 degrés qui change beaucoup puisque c'est un système assez finement régulé. Alors avec le climat, c'est encore plus complexe puisque finalement, il va perturber euh, de, plusieurs éléments de l'environnement et entraîner des phénomènes qui vont après avoir des effets croisés qui vont amplifier les impacts qu'on peut observer. Donc le climat, ce n'est finalement pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question stratégique pour les nations, comme je vous le disais, assez liée notamment à l'économie, mais aussi aux organisations, aux individus et à l'ensemble du fonctionnement en fait des sociétés actuelles. Voilà pour cette première partie assez dense et concentrée sur les mécanismes du changement climatique. Il est 14h36. Alors, si je regarde par rapport au planning, est-ce que on va peut-être faire la pause maintenant? Euh, ou je vais peut-être faire la partie. Alors, qu'est-ce que je vais 36. Je vais finir la partie comme ça, peut-être que ça sera plus simple d'aller sur la partie comptabilité carbone ensuite. Je vais finir la partie du coup. Donc finalement, enjeu énergétique, enjeu climatique, il faut trouver un équilibre parmi tout ça. Euh, donc cet équilibre, notamment, passe par la compréhension de notre fonctionnement actuel. Donc on a vu d'une part la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Donc bien sûr, les réduire à la source, ça peut être d'abord une manière. Il y a également la possibilité d'agir sur l'efficacité, donc éviter tout ce qui est déjà gaspillage, c'est déjà aussi un moyen d'agir. Avoir recours aux énergies renouvelables, oui, mais plutôt dans un second temps ou en parallèle à développer en fonction, comme je vous le disais, que les énergies renouvelables nécessitent également l'utilisation d'énergies fossiles. Développer des alternatives hein, et avoir des phénomènes d'adaptation dès maintenant, donc en
en termes d'action, de réduction. On peut agir déjà sur certains domaines, notamment la mobilité, par exemple, ou mettre à échelle, ou agir à des échelles, du coup, plutôt au niveau des nations et des États à travers la finance carbone ou des éléments qui vont inciter les organisations à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et l'adaptation, bien sûr, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'on fait déjà face à de nombreux impacts. Donc, il est déjà plus que temps de commencer à s'adapter. Donc, pour faire tout ça, on a besoin, on raisonne bien sûr sur les chiffres, hein, ça nous permet un petit peu de se fixer des objectifs, de savoir d'où on part et de chiffrer un petit peu ce phénomène invisible, si je puis dire. Donc, en termes d'énergie, ce qu'il nous reste, donc ça c'est plutôt sur le pendant disponibilité des réserves en ressources fossiles, on a un total de 5400 gigatonnes de CO2, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon. Par contre, bien entendu, on a également nos objectifs climatiques à maintenir, hein. On doit du moins tendre à aller vers ces objectifs-là. Et avec ces objectifs-là en tête, on ne va certainement pas consommer tout ce qu'il nous reste comme ressource d'énergie. Donc, d'où l'utilité d'avoir fixé l'accord de Paris sur 2 degrés, parce que finalement, à partir de ce 2 degrés-là, qui est vraiment basé sur une trajectoire définie, on va pouvoir, comme vous le voyez, définir la quantité de gaz à effet de serre, on peut finement calculer la quantité de gaz à effet de serre et l'augmentation de température qui va y être liée. Donc l'objectif, c'est de se baser sur ce chiffre, hein, ce chiffre qui est un petit peu l'objectif, pour l'atteindre et limiter nos émissions. Donc ça va nous permettre à la fois de limiter nos émissions, mais de aussi calculer ce qu'on émet actuellement pour voir le temps justement qu'il nous reste pour atteindre l'objectif. Donc les émissions actuelles sont de l'ordre de 50 gigatonnes de CO2 par an. Et il nous faudrait maintenir plus pratiquement 80% des énergies fossiles dans le sol pour ne pas dépasser les 2 degrés. Donc, au-delà de la problématique de réserve d'énergie, il y a aussi la problématique climatique à mettre en face. Et il faut vraiment trouver un bon équilibre pour pouvoir faire la transition le plus rapidement possible pour atteindre l'objectif de 2 degrés et donc passer à une autre forme de consommation énergétique, de source d'énergie. Donc voilà, à émission constante actuelle, il nous resterait 20 ans, d'où l'urgence. Donc c'est un aspect aussi qui avait été souligné dans l'exercice, hein. Certains d'entre vous ont souligné l'aspect vraiment urgent des impacts climatiques et de ce qu'il en sort. Sachant, comme je vous le disais déjà, qu'on a déjà des impacts visibles. Donc, en se basant sur les projections, l'objectif de 2 degrés, on a une émergence d'outils, notamment de comptabilité carbone, qui vont être destinés à des organisations, donc à plus petite échelle, puisque finalement le 2 degrés et l'ensemble de la quantité qu'on pourrait encore émettre, ça c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir descendre à une granularité plus fine pour qu'à chaque échelle, on puisse œuvrer pour la transition énergétique et climatique. D'où l'utilité de développer des outils de comptabilité. Et ça, c'est une phrase du coup, qui est ressortie du rapport du GIEC que j'aime beaucoup et qui résume parfaitement l'utilité des outils de comptabilité. C'est qu'il est possible de prendre des décisions avisées pour limiter les changements climatiques et leurs effets en appliquant une vaste gamme d'outils d'analyse pour l'évaluation des risques et des avantages probables. Donc, l'objectif des outils, c'est vraiment d'avoir une évaluation pour prendre des décisions et notamment, c'est pour ça que c'est un exercice qu'on réitère pour pouvoir à chaque fois évaluer également hein, les fameuses décisions ou actions qu'on aurait mises en place.